Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas deux journalistes économiques qui discutent. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est tout autre chose. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel, qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. La frénésie autour d'un pivot de la Fed a tout dominé, alors que l'affaiblissement du marché du travail américain et le ralentissement de l'inflation alimentaient les paris sur un assouplissement imminent. Même si les rendements du Trésor montaient sous la pression massive de l'offre, l'Europe a dû composer avec un rebond inattendu de l'inflation compliquant la trajectoire d'assouplissement de la BCE, tandis que le Japon a surpris avec un ton nettement plus hawkish, propulsant les rendements des JGB à un sommet de 16 ans et renforçant le yen. Et en Chine, les valeurs technologiques ont progressé, mais les PMI en contraction ont révélé un recul plus profond de la confiance, aggravé par la boucle déflationniste du secteur immobilier. Avant de sauter sur la prochaine opportunité ou le prochain trade macro. Pause. Décryptons ce que les données murmurent vraiment, pas seulement ce que les gros titres crient. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des opinions recyclées. Et restez avec nous, car en fin d'épisode, nous dévoilons les 5 risques mondiaux qui pourraient surprendre les marchés la semaine prochaine. À ne surtout pas manquer. Bienvenue dans notre analyse hebdomadaire. Ce 5 décembre 2025, on a l'impression que les marchés veulent déjà croire au Père Noël. Ah oui, complètement. Surtout à Wall Street. Là-bas, on est convaincu que la Réserve fédérale américaine s'apprête à distribuer les cadeaux, à baisser les taux. Mais quand on gratte un peu la surface, on découvre des signaux, complètement contradictoires. C'est tout le paradoxe de cette fin d'année. On a une véritable bataille entre l'espoir d'un argent plus facile et des réalités économiques qui, elles, sont loin d'être roses. Et la tension monte, du Japon à la Chine. Exactement. Chaque chiffre, chaque déclaration est une pièce d'un puzzle mondial extraordinairement complexe. Alors pour assembler ce puzzle, on va faire notre tour du monde habituel. On commence par les États-Unis. L'acte principal se joue là-bas. Puis direction l'Europe, le Royaume-Uni. Ensuite, l'Asie, avec un potentiel séisme monétaire au Japon et les fragilités en Chine. On regardera l'agenda de la semaine prochaine et on finira par distiller tout ça en 5 risques majeurs. C'est parti? Commençons donc par les États-Unis. Les indices ont fini la semaine en légère hausse. Mais ce qui est fascinant, c'est le moteur de cette hausse. On a eu des chiffres de l'emploi dans le secteur privé, Via ADP, oui. qui montrent 32 000 destructions de postes. C'est la pire statistique depuis début 2023, et le marché a applaudi. Comment est-ce possible d'applaudir une si mauvaise nouvelle? C'est le fameux adage « bad news is good news ». Les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. Les marchés ne réagissent plus à la santé de l'économie, mais à la réaction qu'ils attendent de la Fed. La logique, c'est que si l'économie ralentit, Exactement. Si le marché du travail se fissure, alors la Fed n'aura pas d'autre choix que de commencer à baisser ses taux. Il célèbre des signaux de faiblesse en espérant une récompense monétaire, en fait. mais c'est un jeu incroyablement dangereux, non? Parce que pendant que le marché célèbre ça, d'autres chiffres disent tout l'inverse. Ah, mais complètement. L'indice ISM pour les services, par exemple, il est à son plus haut niveau depuis février. C'est un signe de robustesse. C'est là que le pari devient risqué. Vous avez parfaitement raison. D'un côté, le marché du travail qui fatigue, de l'autre, les services qui tiennent bon. Et au milieu de tout ça, il y a l'inflation. Le PCE Core, Oui, l'indicateur que la Fed surveille comme le lait sur le feu. Il est stable à 2,8%. c'est mieux, mais c'est toujours bien au-dessus de la cible de 2%. Voilà. La Fed est donc coincée entre un début de ralentissement et une inflation qui n'est pas encore vaincue. Et pour ajouter à la confusion, le taux des obligations d'État à 10 ans est remonté, 4,14%. Si tout le monde s'attend à une baisse des taux, ce rendement devrait baisser, pas monter. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que sous l'optimisme de façade du marché action, eh bien le marché obligataire, qui est souvent plus prudent, est nerveux. Il se dit que soit l'inflation va rester tenace, soit la Fed ne va pas agir aussi vite que prévu. Donc, la réunion de la Fed la semaine prochaine, Ce sera un véritable moment de vérité. Le marché a déjà intégré un scénario quasi parfait. Le moindre mot de travers de son président pourrait faire dérailler cette belle mécanique. traversons l'Atlantique. En Europe, le tableau est
tout aussi confus. C'est le mien qu'on puisse dire. Le stock 600 a un peu progressé, mais c'est trompeur. Oui, l'Europe a sa propre version du casse-tête américain. La mauvaise surprise de la semaine, c'est l'inflation. Elle est repartie à la hausse. Oui, à 2,2% en novembre, alors qu'on l'attendait en baisse. Ça va vraiment compliquer la vie de la Banque centrale européenne, hein. Juste au moment où elle préparait le terrain pour baisser les taux. L'inflation lui rappelle qu'elle n'est pas morte. Pourtant, tous les pas négatifs, on a eu de bonnes surprises, notamment en Allemagne. Oui, et c'est ce qui rend l'analyse si délicate. La croissance du PIB de la zone euro a été revue à la hausse. Et surtout, l'Allemagne a publié des chiffres de commandes industrielles en hausse de 1,5% en octobre. C'est énorme, 3 fois plus que prévu. C'est énorme, mais il faut regarder dans le détail. Ce chiffre est presque entièrement dû à une énorme commande dans l'aérospatiale. D'accord, donc un chiffre un peu exceptionnel. On peut se demander si on ne se laisse pas aveugler par un chiffre spectaculaire qui cache une faiblesse persistante dans le reste de l'industrie. Donc on a une BCE qui voit l'inflation remonter, ce qui devrait la rendre prudente. Et les marchés qui, comme aux États-Unis, n'attendent qu'une chose, des baisses de taux. Ils ignorent ce rebond de l'inflation. Pour l'instant, oui. Ils font le pari que c'est temporaire. Le marché européen se laisse un peu porter par la vague d'optimisme de Wall Street, en se disant que si la Fed pivote, la BCE suivra. Mais c'est un risque. Un gros risque. Si l'inflation européenne continue de surprendre, la BCE pourrait être forcée de décevoir des marchés euphoriques. Un mot sur le Royaume-Uni. Le FTSE 600 est à la traîne, lui. Oui, c'est un marché à deux vitesses. C'est fascinant. D'un côté, vous avez le marché immobilier, une obsession nationale. Contre toute attente, les prix ont augmenté pour le 3e mois de suite. Étonnant. Et de l'autre, le marché des actions, beaucoup plus sensible aux signaux politiques. Avec les rumeurs de changements fiscaux, l'incertitude budgétaire, les investisseurs préfèrent rester sur la touche. C'est la méfiance qui domine. D'accord. Alors que le Royaume-Uni semble un peu paralysé, le vrai drame mondial se joue peut-être en Asie. Et là, ce qui se passe au Japon me paraît fou. C'est sans doute l'événement le plus important de cette fin d'année et peut-être le moins compris par les marchés. Après des décennies de statu quo. Le gouverneur Kazuo Ueda a totalement changé de discours. Pendant des années, la Banque du Japon a inondé l'économie d'argent gratuit et là, d'un coup, il nous dit que les conditions sont réunies pour mettre fin à tout ça. Il a même parlé d'une hausse de taux. Oui, dès la réunion de décembre. Ce serait la première depuis une éternité. L'onde de choc a été immédiate sur les marchés japonais, j'imagine. Immédiate et violente. Le rendement de l'obligation japonaise à 10 ans a explosé à 1,93%. Un record en 16 ans. Exactement. Et le yen, qui était très faible, s'est brutalement renforcé. Il faut comprendre ce que ça implique. Pendant des années, les investisseurs japonais ont massivement investi leur argent partout dans le monde. Faute de rendement chez eux. Précisément. Et si soudainement, ils peuvent avoir un rendement correct au Japon, sans risque de change, une partie de cet argent pourrait rentrer au pays. Ce rapatriement de capitaux. Pourrait être un véritable tsunami pour les marchés mondiaux. Mais comment la Banque de Japon peut-elle envisager ça maintenant? Les derniers chiffres de la consommation des ménages sont catastrophiques. Une chute de 3%. C'est leur immense dilemme. Et c'est un pari extraordinairement risqué. Ils risquent de tuer la reprise dans l'œuf. D'un côté, ils veulent normaliser leur politique pour que l'inflation ne dérape pas. De l'autre, ils risquent de casser le moteur de l'économie, la consommation. Quoi qu'ils décident, la volatilité est garantie. On termine ce tour du monde en Chine. Là aussi, si on regarde juste les indices, on pourrait croire que tout va bien. C'est l'arbre qui cache la forêt. Le CSI 300 qui gagne plus de 1%. Magnifique, l'IA et les puces, mais dont les 4 pneus sont à plat. Et les pneus à plat, ce sont les derniers indicateurs macroéconomiques? Exactement. L'indice PMI manufacturier est en contraction pour le 8e mois de suite. Les usines tournent au ralenti. Mais le plus alarmant vient des services. C'était le seul moteur qui fonctionnait encore. Le symbole de la reprise post-Covid. Et pour la première fois depuis début 2023, cet indice est passé sous le seuil critique de 50. Le secteur des services est maintenant en contraction lui aussi. D'accord. On a donc une image assez fragmentée à travers le monde. Si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, qu'est-ce que ça nous dit sur la semaine qui arrive? Quels sont les moments clés? La semaine prochaine est absolument cruciale. Tous les yeux feront river sur mercredi aux États-Unis. La décision de la Fed. La décision sur les taux, mais surtout la conférence de presse de son président. Chaque mot, chaque intonation sera décortiquée. Et juste avant ça, mardi, on aura les chiffres des ouvertures de postes, les fameux JOLTS. Pour prendre la température du marché du travail. C'est ça. Et le même jour, mercredi, la Chine aura aussi son grand rendez-vous.
Oui, un hasard de calendrier fascinant. Mercredi, la Chine publiera ses chiffres de l'inflation. Ce sera un test majeur pour savoir si le pays tombe en déflation. Ce qui serait un très mauvais signal pour la croissance mondiale. Très mauvais. On aura aussi la balance commerciale chinoise lundi. Et pour l'Europe et le Japon, Des données un peu moins importantes, mais à surveiller quand même. La balance commerciale allemande mardi, le PIB mensuel britannique vendredi. Pour le Japon, pas de chiffres majeurs, mais le marché sera en état d'alerte maximale. on guettera la moindre déclaration. La moindre déclaration d'un officiel de la Banque centrale avant leur réunion historique des 18 et 19 décembre Très, pourrait très mauvaise ambiance. mettre le feu aux poudres, hein. Parfait. Alors, si on devait résumer tout ça, distiller cette analyse, quels sont les 5 points de bascule, les 5 risques qui vont définir la semaine? Le premier, c'est bien sûr la Fed, pivot ou douche froide. Le marché est tellement convaincu d'une baisse de taux imminente, avec une probabilité calculée à 87%, C'est énorme. que la moindre hésitation du président de la Fed pourrait provoquer une correction violente. Le risque de déception est immense. Le deuxième risque est lié au premier, j'imagine, l'état réel de l'économie américaine. Précisément. Le deuxième risque, ce sont les fissures sur le marché du travail américain. Si les chiffres de la semaine confirment que l'emploi se dégrade rapidement, ça validera le scénario de baisse des taux, Mhm. mais ça enverra aussi un autre message. La récession n'est peut-être pas si douce que ça et elle arrive plus vite que prévu. C'est un équilibre très précaire. Le troisième risque nous emmène au Japon. Oui, c'est le séisme japonais. Tout signal cette semaine indiquant qu'une hausse des taux avant Noël est une quasi-certitude serait un événement majeur. Ça pourrait déclencher des mouvements de capitaux massifs, Et déstabiliser les marchés d'échange et des obligations. bien au-delà de l'Asie, oui. Quatrième point, retour en Chine. Le spectre de la déflation chinoise. Si les chiffres de mercredi sont très faibles, voire négatifs, ça va raviver les pires craintes sur la croissance mondiale. Une Chine qui exporte sa déflation. C'est un problème pour tout le monde. Ça compliquerait énormément la tâche des autres banques centrales. Et enfin, le cinquième risque, plus proche de nous. C'est l'inflation tenace en Europe. On a vu le petit rebond de novembre. Si cette tendance n'est pas rapidement infirmée, la BCE sera obligée de rester prudente beaucoup plus longtemps que ce que les marchés espèrent. Et ça pourrait créer une grosse déception sur les actions européennes en 2026. Potentiellement, oui. En conclusion, on est vraiment sur une ligne de crête. D'un côté, un optimisme presque irrationnel des marchés, de l'autre, une accumulation de nuages économiques. Le ralentissement en Chine, l'inflation qui résiste en Europe et surtout ce changement de cap radical et potentiellement explosif au Japon. Un vrai numéro d'équilibriste. C'est exactement ça. Un numéro d'équilibriste pour les banques centrales. Elles sont sur un fil. D'un côté, le risque d'étouffer l'économie, de l'autre, celui de relancer l'inflation. Les décisions et les mots qu'elles choisiront dans les jours qui viennent vont donner le ton pour une bonne partie de 2026. Et on va se quitter avec cette question. Les marchés célèbrent à l'avance la fin du cycle de hausse des taux. Mais ont-ils vraiment réfléchi à la raison de ce changement de cap? La raison, c'est un ralentissement économique mondial. Voilà. Et la question est de savoir si ce ralentissement sera le fameux atterrissage en douceur que tout le monde espère, ou quelque chose de bien plus brutal. La fête actuelle sur les marchés pourrait bien être que le calme avant une prise de conscience, beaucoup plus difficile. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.